nous permettre de continuer pour les 3 ou 4 ans à venir avec Grenoble, avec Chambéry et avec Annecy. Et bien sûr, notre grande fierté, nous sommes à Grenoble aujourd'hui, capitale verte européenne en 2022. Donc, ça, c'est une occasion où nous allons sans doute la possibilité de rayonner aussi au-delà de l'Europe et accueillir, je l'espère, des nombreux visiteurs, des nombreux officiels, chercheurs et aussi le grand public en provenance des États-Unis ici à Grenoble. Et bien sûr, Capitale Verte, c'est le climat qui est au cœur de notre projet Capitale Verte. Et donc, les changements devant nous aux États-Unis, avec le changement de la présidence, bien sûr, pour nous, la première chose, et nous sommes donc, nous nous réjouissons des premières annonces qui ont été faites par la nouvelle administration, que la politique envers les climats va changer. Le multilatéralisme, de négocier dans des cadres différents, c'est aussi une autre chose qui nous paraît très important. Et bien sûr, d'une manière générale, peut-être des changements du rôle de l'État dans une économie mondialisée qui nécessite, à notre opinion modeste ici, comme une ville en France, peut-être des approches multilatérales plus contraignantes pour avoir une démocratie, pour avoir une vie, pour avoir un monde plus proche de la transition écologique et plus proche aussi de la démocratie. Donc voilà pourquoi c'est un grand plaisir pour nous d'avoir ce dialogue, ce webinaire aujourd'hui. Je vais rester quelques instants avec vous et après je vais retourner à mon conseil d'école où, à mon avis, je peux me rendre utile, comme je l'essaie en tant qu'élu local, très très proche des citoyens, pour faire avancer les idées de la paix, de la coopération internationale, aussi de l'amitié franco-américaine. Merci. Merci. Merci, Monsieur Abba, pour ces mots de bienvenue. Comme Parlement européen, bureau de Marseille, je ne rappellerai jamais assez que nous sommes très heureux ce soir de collaborer une fois de plus avec le Centre d'information Europe Direct de Grenoble, l'Université populaire européenne de Grenoble et l'association étudiante Alpe-Europe. Nous menons à bien ce webinaire grâce aux efforts de tous et merci aussi à l'équipe de notre bureau à Marseille. Avant de vous introduire les orateurs, quelques mots donc sur le bureau du Parlement européen à Marseille. Le rôle de notre bureau est notamment de rapprocher le Parlement européen avec les citoyens et que les citoyens connaissent plus le rôle des députés européens. Comment? En organisant, comme aujourd'hui, des débats thématiques ou des événements annuels lors de la Journée de l'Europe, par exemple. Nous guidons aussi le citoyen qui a des questions sur le Parlement européen et ses activités et nous organisons des rencontres avec les jeunes, diffusant des informations sur l'Europe auprès des membres ou non du programme Euroscola ou du programme École ambassadrice. D'ailleurs, si vous, le public qui nous écoutez, vous désirez vous engager sur des thématiques relatives à l'Union européenne, en débattre, organiser des activités, nous vous invitons à vous inscrire sur la plateforme ensemble.eu. Pour ceux qui étaient inscrits sur la plateforme 7 fois je vote dédiée aux élections européennes de 2019, il convient de vous réinscrire. Pour des raisons de respect de vos données personnelles, les données ne sont pas transférées d'une plateforme à l'autre. Ensemble.eu va donc se poursuivre jusqu'aux élections de 2024. Européenne, évidemment, élection européenne de 2024. Nous espérons que cette plateforme va rassembler différents profils de personnes, de structures, d'associations, qu'elle va vous permettre d'échanger sur l'Europe. Nous pouvons y inscrire vos initiatives traitant d'Europe, comme le webinaire de ce soir, et donner de la visibilité à vos actions. C'est aussi un moyen, en participant aux événements de la plateforme, de vous rencontrer entre vous et de bénéficier dans le futur d'ateliers de formation, de groupes de travail que nous allons organiser. Donc, le débat qui nous réunit ce soir sur un thème d'une actualité très chaude va vous permettre de poser les questions via le chat aux deux personnes suivantes. Marie-Pierre Vedrenne, députée européenne du groupe Renew Europe, et Christopher Crawford, consul des États-Unis à Lyon.
Madame, Monsieur, merci d'avoir accepté de participer ce soir à cet échange et au public d'avoir répondu présent. Je passe à présent la parole à Henri Oberdorf de l'Université populaire européenne de Grenoble pour un rappel historique des relations américano-européennes. Henri, c'est à vous. Merci, madame. Alors, on m'a donné la charge d'évoquer les relations entre les États-Unis et l'Europe en 5 minutes. 5 minutes, extrêmement longue, bien sûr. Alors, simplement, il me semble que pour la période moderne, on peut essayer de tracer trois éléments, 3 pistes, si l'on peut dire. D'abord, des relations entre alliés pendant tout le XXe siècle. Premier élément qu'on peut donner. Les 2 guerres mondiales ont été marquées par la création de relations d'alliance entre les États-Unis et l'Europe, évidemment encore plus à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale que de la Première. Les États-Unis, au travers du plan Marshall négocié à la conférence de Paris en 1947, ont joué un rôle non négligeable, bien évidemment, pour la reconstruction économique de l'Europe après la guerre. La création et la mise en place de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en 1949, l'OTAN, bien sûr, est un moment déterminant pour assurer la sécurité de l'Europe de l'Ouest. Le siège de l'OTAN est à Paris jusqu'en 1966, le général de Gaulle ayant souhaité que la France ait plus d'autonomie en matière de sécurité, mais la France reviendra dans la dimension militaire de l'OTAN en 2009. Les relations entre les États-Unis et l'Europe de l'Ouest ont joué un rôle essentiel face à l'Union soviétique et à l'Europe de l'Est jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. On aura ainsi pendant de longues années un face-à-face entre les forces de l'OTAN et celles du pacte de Varsovie. La communauté européenne a pu se construire dans ce climat, disons, d'alliance, cette relation privilégiée pour faire son grand marché intérieur et se transformer en Union européenne. La fin de l'Union soviétique en 1991 n'a pas entraîné la fin de l'OTAN, considérée par les Européens comme une forme de garantie de leur sécurité. Il y a toujours une présence américaine importante en Europe et une contribution américaine importante au budget de l'OTAN. L'Europe et les États-Unis ont aussi partagé pendant cette période une même conception du multilatéralisme au travers des organisations internationales, comme l'ONU bien sûr, mais aussi l'Organisation mondiale du commerce. Deuxième temps, me semble-t-il, des relations entre des concurrents, plus forcément des alliés, depuis 2001. Une nouvelle période s'est ouverte au XXIe siècle à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Dans un premier temps, la solidarité s'est exprimée à l'égard des États-Unis, c'est clair, mais assez rapidement, des divisions sont apparues à l'occasion de la décision américaine de faire la guerre en Irak à partir de 2003 au nom des fameuses armes de destruction massive, tant discutées au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France et l'Allemagne ont choisi de ne pas suivre les États-Unis dans ce choix américain. Une division est donc apparue à cette occasion entre les Européens et c'est un élément important. Ensuite, un essoufflement des relations entre l'Europe et les États-Unis s'explique aussi en partie parce que les États-Unis se sont tournés plus vers le Pacifique que vers l'Atlantique à partir de cette période, et c'est un élément important. Le monde changeant, de nouveaux équilibres apparaissant, la montée de la puissance économique de la Chine. Des relations concurrentielles se sont mises en place. L'application extraterritoriale du droit américain a eu aussi des effets sur les opérateurs européens. Et l'Europe semble être devenue, je dis bien semble être devenue, une colonie numérique des États-Unis d'Amérique avec la montée en puissance des fameux GAFAM. Elle est aussi restée, pour autant, l'Europe est restée dépendante de la sécurité assurée par l'OTAN, dans laquelle les États-Unis assurent une place déterminante. La présidence de Donald Trump de 2017 à 2021 a accentué de manière assez brutale cet éloignement des États-Unis et de l'Europe par son rejet du multilatéralisme, son retrait de l'accord de Paris sur les questions environnementales, son départ de l'Organisation mondiale de la santé. Il ne faut pas oublier aussi le retrait américain de l'accord sur la question nucléaire iranienne.
Au fond, c'est l'Amérique avant tout pour le président américain. L'OTAN est même devenue obsolète dans la mesure où pour lui, les Européens ne font pas suffisamment d'efforts financiers dans le domaine militaire. Il avait d'ailleurs décidé le rapatriement de soldats américains qui étaient sur le sol allemand. Cela ne devrait pas se faire d'après les dernières informations sur ce point. Par ailleurs, l'Europe est plus pointée comme une concurrente dont il faut se méfier que comme une alliée. Cela est tout à fait apparu dans le domaine aéronautique avec le différend Boeing-Airbus ou aussi sur la question des taxes sur le numérique ou de nouvelles taxes américaines sur les produits européens. Troisième moment, et le plus agréable, bien évidemment, une relation apaisée, mais plus forcément naïve sur ce point. L'investiture de Joe Biden comme 46e président des États-Unis a été accueillie avec enthousiasme par l'ensemble des dirigeants européens. Les messages de soutien, d'encouragement se sont multipliés. J'en ai relevé quelques-uns. La présidente de la Commission européenne, l'Europe a de nouveau un ami à la Maison-Blanche. L'Europe est prête pour un nouveau départ avec notre partenaire le plus ancien et le plus fiable. Le président du Parlement européen, le monde a besoin d'une relation forte entre l'Europe et les États-Unis. Le président du Conseil européen, Charles Michel, il est temps de revenir aux convictions, au bon sens et de construire ensemble un nouveau pacte fondateur. Et le pacte qu'il imagine porte 5 priorités: la lutte contre le changement climatique, le renforcement de la coopération multilatérale, le commerce équitable, la transformation numérique, l'union des forces pour la sécurité et la paix. Les premières décisions du président des États-Unis vont dans ce sens avec le retour du multilatéralisme, notamment à l'OMS, le retour dans l'accord de Paris, une relation plus classique avec l'Union européenne. Mais tout ne peut pas dépendre du président des États-Unis dans ce système de relations. Le monde change très vite autour de nous et certains auteurs ont même dit l'Europe avance au pas alors que le monde est au galop. Et peut-être que l'Europe pourrait aller un peu plus vite. Les nouveaux équilibres géopolitiques se sont développés. La mondialisation s'est très largement accentuée, même si elle est ralentie aujourd'hui du fait de la pandémie. Et les géants du numérique, qui sont américains, se jouent des frontières et cherchent à imposer leurs principes de fonctionnement, même d'ailleurs sur la parole d'un ancien président des États-Unis. Sur le plan de la sécurité, les États-Unis semblent en même temps ne plus forcément vouloir être le protecteur ultime de l'Europe, y compris grâce à l'OTAN. Il y a, au fond, sur ce registre-là, pas un réel accord entre les États européens sur la question de l'OTAN, lorsque l'on voit que certains sont plus proches des États-Unis que d'autres. L'achat d'avions américains par la Belgique, l'achat d'avions américains par la Pologne, la proposition de la Pologne d'accueillir des soldats américains en plus grand nombre sur son sol. Au fond, un nouveau chapitre s'ouvre avec le président Biden, qui est plus favorable à l'Union européenne. Les chantiers ne manquent pas sur le plan économique et commercial, la question des taxes supplémentaires sur les produits européens, mais aussi le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, le fameux TTIP, pour employer ce jargon. Et la question du protectionnisme aussi, bien sûr. Alors, sur ce registre, ce qu'il faut peut-être retenir dans la période la plus récente, au fond, c'est la formule de la chancelière fédérale d'Allemagne. Il est peut-être temps que l'Europe prenne son destin en main, ou le président Macron qui dit « l'Europe doit acquérir son autonomie stratégique ». Si de manière globale, la pandémie invite, comme c'est paru dans le monde d'aujourd'hui, au multilatéralisme plus solidaire, il est aussi indispensable de reconstruire entre les États-Unis et l'Union européenne un partenariat équilibré, fondé sur une réelle confiance réciproque. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Oberdorf. On va commencer la partie questions. Tout d'abord, on voulait remercier tous les participants et toutes les participantes. C'est un honneur pour l'association Alpe-Europe de modérer cette conférence. Nous tenons à remercier nos deux intervenants, Madame Vedren, eurodéputée au Parlement européen pour le groupe Renew Europe, et Monsieur Crawford, consul des États-Unis en France.
Au niveau des questions qui seront posées ce soir, elles seront structurées autour de 4 grandes thématiques. Dans un premier temps, nous aborderons l'impact de la récente élection de Joe Biden sur les grands enjeux mondiaux. Nous nous pencherons ensuite plus particulièrement sur le plan du commerce international. Ensuite, une troisième partie de cette conférence sera consacrée à la question de la défense. Et pour finir, nous nous questionnerons sur le visage de la diplomatie de l'avenir. Dans un premier temps, nous nous présenterons des questions préparées en amont par notre association et aussi par quelques internautes. Puis, à la fin de chaque grande thématique, on prendra un temps défini pour recueillir les questions des spectateurs. Nous allons commencer par notre première thématique qui concerne les grands enjeux mondiaux. Nous aborderons à cette occasion divers thèmes différents. Nous allons parler des enjeux climatiques, de la défense de la démocratie, mais aussi des tensions liées au Brexit. Donc, pour commencer, nous avons une question pour Madame la députée européenne. L'arrivée du président Biden au pouvoir signifie le retour des États-Unis dans la lutte contre le changement climatique. L'UE a donc proposé de fixer un programme environnemental transatlantique global afin de coordonner les positions américano-européennes sur le changement climatique en vue de l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Que pensez-vous de ce programme et pensez-vous que ça peut réellement améliorer les conditions au niveau climatique? Bonsoir à tous. Merci tout d'abord de votre invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour aborder ce sujet capital et je vous remercie pour votre implication pour l'organisation de cet événement et je suis très heureuse de pouvoir intervenir avec Monsieur le Consul pour justement réfléchir et orienter comment nous pouvons définir notre futur partenariat transatlantique parce qu'avant de répondre à votre question, il faut évidemment dire que le partenariat transatlantique, il est essentiel. Il est essentiel. On a conscience que nous n'aurons pas toujours le même agenda, nous n'aurons pas toujours les mêmes objectifs, mais en tout cas, dans le monde tel que nous le connaissons à l'heure actuelle et comme ça a été aussi développé dans nos relations par M. Oberdorf, il nous faut travailler de concert, il faut remettre sur la scène internationale la coopération, il faut défendre le multilatéralisme et on sait qu'on a besoin des États-Unis et effectivement, on ne peut que se réjouir de l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, parce que c'est un fervent défenseur du multilatéralisme. Mais comme ça l'a été dit aussi, il ne faut pas non plus être naïf. Et les attentes qu'il y a vis-à-vis de l'Union européenne, c'est bien évidemment répondre aux enjeux du changement climatique, et c'est pour ça qu'on a nos ambitions avec le Pacte vert, mais c'est aussi défendre les intérêts européens, et qui ne sont pas toujours les intérêts américains. Donc pour répondre plus particulièrement à votre question sur le changement climatique, déjà un élément essentiel, c'était déjà le cas pendant la campagne aux États-Unis et c'est devenu une réalité, la volonté de réintégrer l'accord de Paris. Parce que c'est bien ce qui fixe nos ambitions communes en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est un premier pas essentiel. Il faut maintenant qu'on avance sur des choses très concrètes et très précises, parce que c'est bien de se fixer des objectifs, c'est capital, mais il faut voir quelles mesures on met en place pour réellement y arriver. Je vais donner par exemple un exemple concret. Le mécanisme d'ajustement carbone sur lequel nous débattons à l'heure actuelle au Parlement européen. La Commission, c'est d'autant plus d'actualité vu que la Commission environnement vient d'adopter aujourd'hui son avis pour la future proposition de la Commission européenne. On sait qu'aux États-Unis, il y aurait des réflexions aussi pour introduire un tel mécanisme, tout en étant justement dans une volonté d'avoir une compatibilité avec les règles internationales et les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Donc là, il va falloir qu'on travaille très précisément avec nos partenaires américains pour répondre à ces objectifs. Donc moi, je pense que sur la question, en tout cas, de la lutte contre le réchauffement climatique, on a plutôt intérêt et l'ambition de travailler ensemble. Et je vais vous dire, moi, je me souviens, j'ai participé à un programme américain, EVLP, en 2017. Et je me souviens de ce que me disaient les Américains quand j'étais sur place, et ce programme avait justement pour thématique le changement climatique. Ils me disaient souvent, vous les Européens, vous parlez beaucoup, mais vous n'êtes pas toujours dans les actes. Et je pense qu'on a sur certains sujets, notamment sur la gestion des déchets, moi j'ai été frappée de bonnes pratiques environnementales aux États-Unis. Donc on a véritablement à travailler ensemble sur cette question. Et je pense que l'avantage et le mérite de Joe Biden comparé à son prédécesseur, c'est qu'il croit, lui, réellement à la lutte contre le réchauffement climatique.
Merci Madame la députée. Je vais me permettre de rebondir sur ce que vous venez de dire, qui correspond justement à une question d'un de nos internautes, à l'intention de Monsieur le Consul. Récemment, de nombreuses personnes se sont réjouies du retour des États-Unis dans les accords de Paris, mais la question que beaucoup se posent maintenant, c'est Joe Biden va-t-il entreprendre des actions concrètes pour la préservation de l'environnement? Premièrement, merci aux organisateurs de cette rencontre. Parce que ce soir, je suis vraiment honoré aborder ces questions avec Madame Vera. Donc, je vais essayer complètement en français, mais parfois, il y a des mots que je vais oublier et une autre personne va m'aider. Merci. Donc, bonne question à propos du réchauffement climatique et les choses du président Biden. Parce qu'il a dit au début de son mandat que nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Donc, comme vous avez dit, une des premières choses qu'il a fait, et nous sommes partis de l'accord de Paris une autre fois, mais plus que ça, il a tenté de faire beaucoup de choses à propos du réchauffement climatique et l'environnement dans son premières 2 semaines. Donc, il est président pour seulement 2 semaines. Et la semaine dernière, chaque jour, il a eu un thème à propos chaque jour, un thème, un sujet. Et le mercredi, le dernier mercredi, c'était l'environnement. Donc, il a travaillé seulement et sa administration ont travaillé seulement à propos du réchauffement climatique et l'environnement. Donc, maintenant, pour beaucoup de choses, il a besoin du Congrès, parce que le Congrès, ils ont l'argent. Mais même sans le Congrès, il a fait des décrets présidentiels, presidential, j'ai oublié le mot en anglais, mais décret présidentiel. Donc, le directives. Ces choses-ci sont seulement pour le gouvernement des États-Unis. Donc, il peut faire des règles, mais les règles sont seulement pour moi et pour les autres gens qui travaillent pour le gouvernement. Une chose qu'il a fait, et il a demandé que toutes les flottes des voitures américaines, toutes les flottes des voitures américaines pour le gouvernement fédéral va être électrique dans quelques années, pas beaucoup. Donc, il y a plus de 50 000 voitures dans le gouvernement et il voudrait vraiment que tous les 500 000 et tous les 500 000 voitures sont électriques. Donc, je suis en train de demander d'avoir une voiture électronique ici. Vraiment, ici à Lyon, nous avons la première voiture électrique du gouvernement d'or des États-Unis, d'or. Donc, c'est une Chevy Volt, mais il a 10 ans. Donc, je suis heureux de changer une voiture nouveau électrique. Mais aussi, il a demandé de faire une réunion au sommet des dirigeants sur le climat le 22 avril. C'est Earth Day, le jour de Terre. Je ne sais pas si ça c'est le même, mais Earth Day. Et bien sûr, le sujet, c'est le Earth Day, le jour de Terre. Il a fait aussi, il a arrêté de donner des licences pour les gens qui voudraient explorer pour le gaz ou pour le pétrole dans la propriété, dans la terre des États-Unis, du gouvernement. Donc déjà, dans son première 2 semaines, il a déjà fait beaucoup de choses pour changer le
le travail des États-Unis avec le réchauffement climatique. Bien sûr, je vais dire dernièrement qu'il a nommé John Kerry, l'ancien secrétaire d'État, d'être l'envoyé spécial du climat. Donc, John Kerry, il parle français. Et quand j'ai travaillé à Paris, John Kerry était là 10, 12 fois dans seulement un an. C'était beaucoup de travail pour nous, mais c'est bon pour les Français. J'imagine qu'il va nous rendre une visite. Et bien sûr, il va travailler seulement sur le climat. Donc, ça, c'est important pour nous et pour démontrer le désir que le président Biden a lutté contre le réchauffement climatique. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Consul. On a une autre question pour vous on change un petit peu de thème. On reviendra après si les internautes ont des questions sur les thèmes qu'on a abordés dans cette partie à la fin de la partie. On va parler plutôt démocratie. Donc, il y a eu des émeutes au Capitole américain qui ont soulevé de nombreuses inquiétudes concernant l'état de la démocratie américaine. Quelle stratégie adopter selon vous pour défendre la démocratie américaine qui a été mise à mal dernièrement? Et que pensez-vous de la proposition du ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, d'élaborer un plan Marshall pour la démocratie? Une autre bonne question. Donc, avec le problème aux États-Unis, à Washington, il y a 4 semaines, c'était terrible là-bas, bien sûr, pour tous les membres du Congrès, pour tous les Américains. Mais cependant, les États-Unis sont exactement comme tous les autres pays et nous ne sommes pas parfaits. Donc, c'était terrible d'avoir quelque chose contre la démocratie dans notre pays. Mais c'est bon qu'aujourd'hui, nous avons les processus contre les organisateurs du riot, j'ai oublié le mot pour riot, mais qui ont lutté contre le Congrès et contre le Capitole. Donc, c'est important d'avoir la manifestation légale dans tous les pays, mais pas les manifestations violentes. Donc, pour l'idée d'avoir un Marshall Plan pour la démocratie, selon moi, je pense que ça soit une idée excellente. Parce que vraiment, comme M. Oberdorf a dit, les États-Unis avec l'Europe, nous sommes les deux pouvoirs plus puissants, mais aussi pour la liberté, la démocratie, le commerce juste et équilibre. Donc, nous pouvons travailler ensemble pour améliorer la démocratie dans tous les autres pays, pour améliorer la démocratie en Afrique, en Amérique du Sud, en Moyen-Orient, pour les aider, et en Asie, pour les aider à être plus libres, plus transparents et plus ouverts. Parce que c'est vraiment important que tout le monde joue avec les mêmes règles, que nous avons le droit de justice et aussi le droit de liberté, le droit de religion dans tous les pays. Donc, l'idée d'avoir un plan Marshall, je crois, sera une bonne idée. Oui. Merci, Monsieur le Consul. Est-ce que, Madame la députée, vous souhaiteriez réagir sur cette idée de plan Marshall de la démocratie? Peut-être quelques mots, que je partage totalement ce que vient dire Monsieur le Consul. Nous partageons avec les États-Unis des valeurs et des ambitions communes. Et les valeurs, c'est effectivement la paix, la liberté, la démocratie. Et nous avons eu
parce que nous aussi, en tant qu'Européens, les images du Capitole nous ont profondément choqués, nous ont profondément heurtés. Et au Parlement européen, nous avons souhaité organiser un débat sur justement l'avenir de nos relations transatlantiques, mais aussi démontrer que nous apportions un soutien aux États-Unis. Parce qu'on le voit aussi, cette situation peut arriver également en Europe. On voit des démocraties libérales se développer aussi sur notre territoire. Donc là encore, comme sur la question du changement climatique, il est essentiel de faire front commun, l'ensemble des démocrates, pour défendre le respect de l'état de droit, pour défendre la liberté, pour défendre les valeurs auxquelles nous croyons. Donc je pense que cette proposition de nos ministres des Affaires étrangères est extrêmement importante dans le climat dans lequel nous sommes actuellement sur la scène internationale. Merci beaucoup, Madame l'eurodéputée. On va passer à une autre thématique. Pensez-vous que le Brexit peut ternir les relations qu'entretiennent les États-Unis avec l'Europe? Je ne crois pas. Regardez les premières déclarations qui ont été faites aussi par Joe Biden, justement à destination de nos amis britanniques. Non, je ne pense pas. Il a eu des mots particuliers pour l'Europe. Il a eu des relations suite à son élection avec les dirigeants européens. Et la question du Brexit, c'est aussi et avant tout quand même une question européenne. Bien évidemment, il faut que nous veillions à défendre les intérêts européens. C'est ce qu'on a fait pendant ces négociations et Michel Barnier a joué un rôle crucial. Les Britanniques maintenant vont chercher aussi à défendre leurs intérêts, spécifiquement en matière commerciale. Mais là encore, si on reste sur les thématiques et les grands enjeux internationaux que vous nous avez proposés dans cette première partie, on voit bien là aussi, on doit travailler ensemble sur la défense de la démocratie, sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et ces ambitions, elles étaient aussi partagées pendant les négociations sur le Brexit. Donc, je ne crois pas que le Brexit puisse avoir un impact négatif. Là où il peut y avoir des difficultés ensuite dans la mise en œuvre du Brexit, ce sera vraiment sur les relations commerciales pures, mais pas en tout cas sur des grandes ambitions internationales. Merci beaucoup, Madame Védrenne. Je pense que ce serait aussi très intéressant d'avoir le point de vue de Monsieur le Consul. Est-ce que vous êtes d'accord avec Madame Védrenne? Oui, et pour la plupart, il est difficile de voir à ce stade l'impact du Brexit sur les États-Unis. Pour la plupart, c'est une chose entre l'Angleterre et l'Union européenne. Mais avec les États-Unis, il va y être deux choses. Les États-Unis ont besoin de faire de négocier avec l'Angleterre parce que avant, c'était toutes les choses de l'Union européenne. Mais aussi, dans l'Union, les États-Unis vont peut-être trouver un autre partenaire spécial, peut-être la France, peut-être l'Allemagne, l'Irlande, parce que la langue, c'est la même. Donc, peut-être dans la prochaine année, nous pouvons voir une autre relation entre les États-Unis et un autre pays européen. Mais on verra. Merci beaucoup, Monsieur le Consul. Nous avons eu une question. Nous invitons fortement les internautes à poser leurs questions sur ces thématiques, puisque nous allons prendre 5 à 10 minutes en fonction des questions pour que toutes les personnes qui le souhaitent puissent poser leurs questions en direct. Nous vous invitons à poser des questions sur le chat ou par message sur les différents Facebook Live. Donc voilà, donc pour le moment, on n'a pas d'autres questions, donc on va peut-être passer à la On a seulement un internaute, je pense, qui demande des précisions, Monsieur le Consul, si vous acceptez. Ça concerne une des mesures plutôt concrètes qu'a pris le président Biden sur le plan environnemental. Donc la personne nous signale que jeudi, l'administration Biden a annoncé une suspension de 60 jours des nouveaux permis de location et de forage de pétrole et de gaz pour les terres et les eaux américaines. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet éventuellement? Oui, pendant les 60 jours, le président Biden va décider quelle sera
le travail après le 60 jours. Donc, c'est pour éviter d'avoir plus de pétrole, plus de gaz, parce que le président Biden voudrait vraiment investir dans l'énergie renouvelable, mais au début, il peut seulement faire les choses, comme j'ai dit, sur le gouvernement des États-Unis. Donc, les 60 jours sont les temps que le gouvernement peut débattre dans le Congrès l'idée de changer les règles aux États-Unis avec les licences de pétrole et de gaz. Merci beaucoup, Monsieur le Consul. Donc, si on n'a pas d'autres questions de la part des participants et des participantes, on va passer à la deuxième thématique qui concerne les relations commerciales. Oui, donc cette deuxième thématique, comme on le disait au début de la conférence, se concentre sur les relations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis et plus particulièrement leur évolution suite à l'élection du président Biden. Donc on a donc une première question qui porte sur l'avenir des taxes protectionnistes mises en place sous l'administration Trump sur les produits européens et plus particulièrement par exemple les taxes sur les vins français. Vont-elles persister? Que va-t-il advenir? Pour Monsieur le Consul, du coup. Ah, pardon, d'accord. Oui, donc, oui, c'était avec je voudrais dire un mot moins fort que la lutte, mais le discours entre Boeing et Airbus. Donc, Boeing et Airbus, les deux ont dit que les autres ont utilisé la subvention gouvernementale illégalement. Donc, le OMC a dit au début pour les États-Unis et après pour l'Union européenne que c'était pas juste pour avoir la subvention gouvernementale. Donc, président Trump, il a commencé à faire des tarifs, c'est le même mot, contre des produits français, notamment pour nous. Je suis le consul pour Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi Bourgogne-Franche. Et le Burgundy wine, c'est très fameux aux États-Unis. Donc, il a fait pour le vin et les autres produits français. Maintenant, Biden, il n'avait pas dit exactement qu'est-ce qu'il va faire avec les tarifs entre les deux pays. Donc, je tente qu'il va décider. Premièrement, il a besoin de son représentant de commerce aux États-Unis. Je ne crois pas que cette personne soit confirmée. Oui, donc nous attendons d'avoir un représentant de commerce et après elle va parler avec la France et l'Union européenne pour négocier d'éviter ces tarifs. Merci beaucoup, Monsieur le Consul. Donc, nous avons une question pour Madame l'eurodéputée. Pensez-vous peut-être juste si c'est possible d'apporter des éléments juste sur sur ce cas Airbus-Boeing et sur effectivement les tarifs, les droits de douane qui sont imposés après. Moi, je pense qu'il faut rappeler déjà que la difficulté auquel on est confronté, bon, c'est un contentieux qui date d'avant Donald Trump. Dès 2004, il y a eu l'instruction des affaires au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Ce qui est difficile, c'est que les deux contentieux à l'OMC n'ont pas été mis ensemble. Et du coup, les États-Unis, si vous voulez, ont une avance pour pouvoir imposer des droits de douane. Parce que d'un côté, les États-Unis ont gagné, et de l'autre côté, l'Union européenne a aussi gagné à l'OMC.
Et les États-Unis ayant de l'avance sur nous, ayant des droits, un quota, si vous voulez, une somme tarifaire beaucoup plus importante à pouvoir imposer, ils savent très bien nous diviser, viser justement les vins français, viser le secteur automobile américain. Et l'Union européenne est souvent en position de faiblesse pour répliquer. Et dans les marges de négociation, on a vu que justement, on se mettait souvent en position de faiblesse. Et ce qu'il faut dire, et c'est ce qu'on dit toujours aux Américains, et c'est là où on peut se réjouir de l'élection de Joe Biden, parce qu'avec Donald Trump, c'était extrêmement compliqué, c'est que le protectionnisme exacerbé, ça ne sert à aucun des intérêts, ni les intérêts européens, ni les intérêts américains. Parce que nous sommes dans un monde aussi interconnecté. Et je peux vous dire, moi, j'ai beaucoup échangé aussi avec Boeing implanté en Europe. Ils sont conscients, eux aussi, des difficultés liées à ce conflit. Donc, on voit bien que le protectionnisme n'est pas la solution. Par contre, protéger et défendre ses intérêts, ce n'est pas la même chose. Mais imposer des droits de douane et des quotas sans avoir une certaine négociation et une conscience des impacts sur tous les secteurs, ça, c'est dangereux. Et c'est là où on attend aussi des pas de l'administration Biden. Et juste aussi pour rebondir, parce qu'il y aura bien sûr le rôle de l'administration Biden, mais monsieur le consul a évoqué à plusieurs reprises le Congrès. Et le Congrès a un rôle clé en matière commerciale, et il ne faut pas oublier que par contre, le Congrès en matière commerciale n'aura peut-être pas toujours la ligne de Joe Biden. Donc ça aussi, c'est en ça où il faut que nous, Européens, on ne soit pas complètement naïfs, parce qu'on parle toujours du contentieux Airbus-Boeing et de l'impact spécifiquement sur le secteur agricole, parce que pour nous, en tant que Français, ça nous touche énormément, mais il y a aussi d'autres contentieux sur l'aluminium, sur l'acier, où on voit toutes les difficultés. Donc je pense que si on a un message à faire passer, américain et européen, un message commun, c'est que le protectionnisme n'est pas la solution. Donc, merci beaucoup, Madame l'eurodéputée. On avait une question pour vous donc, concernant la position de l'Europe. Est-ce que, afin de déployer son influence et sécuriser ses intérêts économiques, l'Europe serait tentée d'adopter la même stratégie que les États-Unis, par exemple, en utilisant des sanctions dans un objectif géoéconomique? Alors, la stratégie de l'Union européenne, c'est déjà, effectivement, elle doit défendre ses intérêts. Par contre, est-ce qu'elle doit employer les mêmes méthodes? Non. Elle ne doit pas déjà employer les méthodes, comme je disais, d'un protectionnisme exacerbé comme il a été mis en place par Donald Trump. Mais on le dit aussi depuis le début de notre échange, c'est qu'on ne doit pas être naïf. Donc, on doit avoir les moyens et les leviers de nos ambitions. Et c'est en ça où on doit renforcer notre boîte à outils, nous, Européens, notre arsenal juridique, pour contrer certains effets de législation de nos partenaires. C'est valable pour les États-Unis, c'est valable pour la Chine, c'est valable pour d'autres partenaires. Ce n'est pas qu'un focus vis-à-vis des États-Unis. Je vous donne un exemple concret. Moi, j'ai été rapporteur pour un règlement qu'on appelle Enforcement sur l'application des règles en matière commerciale. Et justement, ça répond précisément à votre question. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, notre levier d'action, notre boîte à outils, elle est trop faible, notamment pour lutter contre les lois extraterritoriales américaines et leurs dérives. Parce qu'une loi extraterritoriale en soi, c'est pas un problème, mais les dérives, et quand on tourne le bien fondé, là, ça devient un problème. Et du coup, l'Union européenne, elle doit se doter de nouveaux instruments. Donc, on doit pouvoir avoir des leviers de dissuasion. Parce que quand on négocie, notamment, là, on vient de parler du conflit Airbus-Boeing, on voit bien que notre force de négociation, elle est trop faible. Et moi, quand j'étais rapporteur sur ce règlement Enforcement, je prenais souvent l'image de la boîte à outils. C'est-à-dire que notre boîte à outils, à l'heure actuelle, on a 3 tournevis, mais on a 40 portes à ouvrir. Et c'est trop faible. Donc, il faut renforcer ces éléments. Et c'est là où il ne s'agit pas de s'inscrire dans une logique protectionniste, il ne s'agit pas d'avoir ce qu'on appelle la section 300 américaine, où là, on impose des droits de douane, des quotas, des tarifs, etc. Mais avoir les moyens aussi de défendre un commerce basé sur des règles et le commerce multilatéral. Parce que l'Union européenne aussi, sur la question économique, s'il y a bien une institution qui défend le multilatéralisme et qui défend la réforme de l'OMC, c'est l'Union européenne. Mais pour pouvoir le faire, pour défendre les règles, il faut avoir les moyens de ses ambitions et c'est là où l'Union européenne reste encore un petit peu faible. Et du coup, nous, après, en tant qu'Européens, ça nous pose énormément de questions parce que tout à l'heure, M. Berman parlait du TTIP. Ça nous pose énormément de questions quand on travaille sur l'acceptabilité de nos accords de commerce et sur nos accords commerciaux. Donc, si on ne renforce pas notre arsenal juridique, on sera d'autant plus en difficulté avec
nos citoyens européens, avec nos agriculteurs, avec nos entreprises, nos PME, etc., tous les acteurs, pour faire comprendre la nécessité d'avoir certains accords commerciaux. Merci beaucoup, Madame la députée. Alors jusque-là, on a parlé de relations commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne, mais maintenant, on voudrait introduire dans nos questions un nouvel acteur qui est devenu de plus en plus puissant ces dernières années, au point qu'on ne peut maintenant l'ignorer, et on voudrait aborder le rôle de la Chine dans les relations commerciales internationales, avec une question qui s'adresse à la fois à Monsieur le Consul et à Madame la députée. La question est donc la suivante. Quel est le rôle des États-Unis dans la stratégie européenne de lutte contre la compétition systémique avec la Chine? Donc, j'invite d'abord Monsieur le Consul à s'exprimer, puis ensuite Madame la députée pourra s'exprimer également. J'aime quand je peux citer les experts. Donc, je vais l'attaché de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, elle a déclaré que ce que nous avons observé ces dernières années, c'est que la Chine devient plus en plus autoritaire chez elle et plus affirmée à l'étranger. Pékin remet désormais en question notre sécurité, notre prospérité et nos valeurs de manière significative. Cela nécessite une nouvelle approche américaine. Donc, elle a dit aussi que néanmoins, l'administration fera preuve de patience avec Pékin, tandis que l'administration réexamina sa politique sur la Chine en considération avec ses alliés. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec les États-Unis et l'Europe, nous jouons avec pas exactement les mêmes règles, mais pour la plupart avec les mêmes règles. Une entreprise américaine ici à Grenoble peut avoir confiance que la propriété intellectuelle va être respectée ici en France, qu'un juge ou un corps va faire les règles avec les emplois ou tout le monde, justement. Et le même avec une entreprise européenne aux États-Unis. Mais ça n'est pas le cas en Chine. Ça, c'est un problème pour le monde entier. Maintenant, l'Union européenne et les États-Unis, nous sommes 50% des PIB du monde. Nous avons la puissance et ensemble, nous pouvons changer le thème avec les autres pays, avec la Chine et les autres pays plus autoritaires. Donc, président Biden, il veut organiser un sommet de démocratie pour discuter de nombreuses questions telles la Chine. Donc, je ne vais pas dire beaucoup entre la différence entre le président Biden et le président Trump, mais une grande différence que les deux ont est que le président Trump, il préférait le bilatéralisme. Cependant, le président Biden, il préfère le multilatéralisme. Et comme Madame la députée a dit, que c'est plus simple, nous pouvons faire plus avec le multilatéralisme. Les autres pays travaillent ensemble pour trouver une solution. Donc, nous voulons que la Chine joue avec les mêmes règles que tous les mondes. Ça, c'est le même avec le réchauffement climatique, mais aussi avec le commerce et aussi avec la sécurité. Merci beaucoup, Monsieur le Consul. Est-ce que, Madame l'eurodéputée, vous voulez réagir à ce sujet? Alors, effectivement, il faut repartir en tout cas sur la vision de l'Union européenne, sur la volonté de tisser une nouvelle relation avec la Chine. Vous l'avez dit dans votre question, on considère que la Chine est à la fois un rival systémique et un concurrent économique. Donc, partant de cet état de fait-là, il faut
maintenant construire les outils de la réciprocité. Ces outils de la réciprocité, ils peuvent avoir lieu dans le cadre multilatéral et on voit notamment qu'au sein de l'OMC, il y a ce qu'on appelle la trilatérale où l'Union européenne, les États-Unis et le Japon travaillent de concert sur les questions relatives aux subventions industrielles, sur les questions de transfert de technologies forcées aussi, qui a été évoqué un exemple par Monsieur le Consul. Donc, on a besoin de travailler dans le cadre multilatéral avec nos partenaires, avec les États-Unis, mais avec d'autres, avec le Canada, avec le Japon, avec l'Australie, etc. Parce qu'on sait que c'est justement en faisant un front commun qu'on peut construire les instruments de la réciprocité, parce que je partage ce qui a été dit aussi par Monsieur le Consul. On voit bien les orientations qui sont prises par la Chine et qui justement ne correspondent pas à la fois aux valeurs qu'on décrivait précédemment, qu'on partage, américains et européens. Ensuite, par contre, il ne faut pas perdre de vue que, c'est ce que je disais en préambule, l'agenda européen et l'agenda américain n'est pas le même. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Donc, c'est en ça où nous, par contre, ce qui doit continuer de nous animer, c'est la définition de ce qu'on appelle notre autonomie stratégique, notre propre souveraineté européenne. Ce n'est pas pour ne plus être dépendant de la Chine qu'on doit être dépendant des États-Unis. C'est pas ce que nous demandent les citoyens européens. Nous demandent, M. Oberdorf le disait tout à l'heure, il citait Angela Merkel, de reprendre notre destin en main. Et c'est d'autant plus vrai avec le choc du Covid. Et là, justement, on a vu au sein du Parlement européen, au sein du Conseil, un changement de paradigme chez certains de nos partenaires européens. Et je pense qu'on aura des questions sur ce sujet parce qu'on voit bien, et c'est là où il peut y avoir des points d'achoppement avec les États-Unis, la Commission européenne, l'Union européenne vient de conclure un accord sur les investissements, sur la facilitation des investissements entre l'Union européenne et la Chine. On voit bien que les Américains ne sont pas toujours contents, mais on répond aussi aux Américains qu'ils ont conclu un accord de phase 1 avec les Chinois. Et que par contre, on doit travailler de concert avec les Américains, mais pour signer nos propres accords, on n'a pas à attendre une validation américaine. Donc, c'est là où il faut toujours trouver la ligne de crête sur tous les sujets et travailler de concert. Donc, après, je ne rentre pas dans le cœur du débat sur l'accord d'investissement, parce que là, c'est d'autres enjeux. Et il faudrait rien qu'une seule soirée pour aborder rien que ces enjeux. Mais vraiment, je pense que c'est important de souligner que ce qui doit nous animer, nous, Européens, c'est la construction de notre autonomie stratégique et ça passe par un nouvel arsenal juridique plus complet, par la conclusion de nouveaux accords et ça passe aussi par des moyens humains pour suivre notre propre politique commerciale et développer nos intérêts et faire en sorte que tout ce qu'on peut gagner comme promesse dans nos accords commerciaux soit réellement réalité. Merci beaucoup, Madame Wedren. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit par rapport justement à cet accord d'investissement. Je vais demander l'avis à Monsieur le Consul, du coup, sur l'accord sur les investissements entre l'Union européenne et la Chine. Est-ce que ça ne serait pas un camouflet pour les États-Unis et notamment pour l'administration Biden? Est-ce que ça ne serait pas un signe que les relations transatlantiques vont encore rester tendues? Donc, je ne sais complètement. Je sais que l'administration du président Biden va étudier l'accord entre la Chine et l'Union européenne. Mais en même temps, donc l'Union européenne veut être libre et pas dépendante aux États-Unis et pas dépendante de la Chine ou un autre pays. Donc, je suis d'accord avec ça, mais nous pouvons trouver des sujets et des thèmes que nous pouvons travailler ensemble pour améliorer les autres pays, encourager les autres pays à être meilleurs. Donc, avec la Chine, le droit d'homme, maintenant, il y a beaucoup de questions à propos des Ouïghours. Et donc, nous pouvons travailler ensemble pour demander ces questions. La liberté des presse,
dans l'année passée, ils ont jeté tous les membres des presses, pas tous, mais la majorité des membres des presses. Aussi, le réchauffement climatique. Donc, les États-Unis étaient le pire pays de réchauffement climatique il y a 14 ans. Maintenant, la Chine est pire. Et les États-Unis, il est le pire dans le monde. Les États-Unis, maintenant, nous avons le même, j'ai oublié la phrase, mais nous émettons le même taux des années 50 de chaque citoyen. Donc, nous avons déjà réduit notre émission beaucoup dans notre empreinte carbone, beaucoup dans les dernières années, mais en même temps, Chine est en train de faire des pollutions dans le monde. Donc, et comme le député a dit, il y a beaucoup des autres partenaires, le Japon, l'Inde aussi, la plus grande démocratie dans le monde et voisin de la Chine. Donc, avec tous les partenaires, nous pouvons confronter les problèmes à l'avenir. Bien, je vous remercie. Alors, vos interventions ont suscité de nombreuses questions de la part des internautes. J'ai tout d'abord des questions qui portent sur la défense des intérêts commerciaux européens, avec une première question qui est destinée à Madame Vedren, qui est donc, est-ce que l'Union européenne a commencé à lancer des initiatives pour se doter de cet arsenal juridique que vous mentionnez contre les lois extraterritoriales? Et avez-vous, par exemple, des exemples de leviers qui permettraient la défense du commerce européen? Sur l'extraterritorialité spécifiquement, en fait, on a ce qu'on appelle le règlement de blocage qui a été mis en place il y a déjà maintenant de nombreuses années. Et justement, l'enjeu et la volonté qu'on a avec de nombreux collègues au Parlement européen, c'est de mettre à jour ce règlement de blocage parce qu'il a pu être efficace à un moment donné, notamment quand il y a eu les embargos, les difficultés avec Cuba. Mais on voit bien maintenant qu'il n'est plus adapté et qu'il faut le modifier et il faut avoir de nouveaux instruments. Et dans le programme de travail de la Commission européenne, il y a justement la volonté de créer un nouvel outil. Alors, on verra concrètement la base juridique et comment les choses vont évoluer. Un outil qui s'appelle « Lutter et contrer les mesures coercitives ». Et on est beaucoup à pousser pour que cet outil permettent de lutter avec efficacité contre l'extraterritorialité. Donc, on attend la proposition de la Commission européenne qui doit arriver avant la fin de l'année 2021. L'enjeu, parce qu'on voit aussi que les précédents outils que nous pouvons avoir ont été créés quand même avant le monde tel qu'il est maintenant et avant justement la place de la Chine dont on vient de parler. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que on a les difficultés sur les lois extraterritoriales américaines, mais on voit le chemin qui est dessiné par la Chine, qui peut s'inscrire dans cette logique-là. Et ça répond aussi à la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce que c'est le chemin qu'on doit emprunter? Vous répondez non, parce que là aussi, on voit que ce n'est pas le bon chemin. Par contre, il faut créer les outils qui permettent de passer à l'offensive pour faire en sorte que justement, on ne s'inscrive pas dans un protectionnisme exacerbé. Donc, on a hâte d'avoir la proposition de la Commission européenne. Par ailleurs, pour lutter contre l'extraterritorialité, il y a plusieurs leviers. Et il y a eu des interventions et des débats il y a maintenant une dizaine de jours pour la place de l'euro aussi sur la scène internationale, pour renforcer sa place, parce qu'on sait que plus on aura une monnaie forte aussi sur la scène internationale, plus ça sera facile de nous permettre, nous, de aussi être moins dépendants du dollar. Donc, il y a plusieurs leviers sur lesquels on travaille au sein du Parlement européen et au sein de la Commission européenne. Par ailleurs, parce que je crois que c'est M. Oberdorf encore qui en avait parlé, et on n'en a pas parlé forcément dans le cœur de nos échanges sur le volet commercial, et ça répond aussi à toutes les questions relatives à l'extraterritorialité, c'est sur les services numériques et la place maintenant des géants du numérique qui sont, pour la plupart,
du coup américain. Et c'est vrai que c'est là où on voit aussi, nous, on doit travailler sur ces questions-là. Et on doit avoir aussi des géants sur ces questions au niveau européen. Mais là, ça veut dire qu'on doit modifier aussi notre propre législation et notre politique là, de concurrence. Mais en tout cas, pour revenir peut-être un mot sur la taxe sur les services numériques, parce que je pense que c'est important, ça a été dit en introduction et on n'en a pas du tout parlé jusqu'à présent. Et là encore, nous, pourquoi on veut mettre en place une taxe sur les géants du service du numérique? Ce n'est pas pour viser spécifiquement les Américains et les États-Unis. C'est pour faire en sorte aussi qu'il y ait une certaine cohérence sur la scène internationale et qu'ils tirent notamment profit du marché intérieur européen. Donc, ils doivent payer leur juste part au sein du marché européen. Ce n'est pas pour nous une mesure discriminatoire basée sur la nationalité américaine. Ce n'est pas du tout dans cette logique-là qu'on s'inscrit. C'est vraiment dans une logique de justice, d'équité, de fiscalité. Et c'est essentiel qu'on avance là aussi sur ces questions. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi des négociations à la table de l'OCDE avec les États-Unis. Et on voit bien, là encore, avec cet exemple, que c'est sous le signe de la coopération que nous pourrons avancer ensemble et nous trouverons des solutions. Parce qu'au-delà de l'aspect commercial, on voit aussi tout le travail qu'on mène actuellement au Parlement européen, avec la Commission européenne, avec le commissaire Breton, sur ce qu'on appelle, en bon jargon bruxellois, le Digital Single Market et le Digital Market Act, DSA et DMA. Là aussi, on a besoin de nos amis américains parce que ce qu'on veut notamment mettre en place, c'est là, et ça rejoint sur les questions qu'on a abordées sur la démocratie, c'est que les contenus sur Internet qui sont illégaux, on va dire, dans notre vie réelle, doivent être aussi illégaux sur Internet. Et on a besoin de nos alliés américains pour travailler sur ces questions-là. Ce n'est pas, là encore, une question de discrimination de nationalité, c'est vraiment une question de protection de manière globale de la démocratie, de nos citoyens. Et il faut qu'on trouve des avancées. Donc, c'est à la fois défendre nos intérêts, mais c'est à la fois plus largement défendre une certaine vision du monde. Et je pense qu'on peut se retrouver sur beaucoup de sujets avec les Américains. Merci beaucoup, Madame la députée. Donc, par manque de temps, on va passer à la troisième partie qui concerne donc, les questions de défense en matière transatlantique. Du coup, l'administration de Biden est-elle susceptible de soutenir une défense européenne autonome dans le cadre de l'Union européenne, de l'OTAN, telle que souhaitée par la France? Monsieur le consul, si vous savez répondre à cette question. D'accord. Donc, la sécurité et la défense en Europe, c'est toujours une priorité des États-Unis. Et le président américain Biden s'est engagé à rénover les alliances et bien sûr, la majorité des alliances démocratiques sont ici en Europe. Donc, avant son investiture, le président Joe Biden a déclaré au secrétaire général de l'OTAN que l'engagement est durable des États-Unis en faveur de l'alliance militaire ici en Europe. Donc, nous voulons travailler ensemble avec l'OTAN et améliorer la défense de tous les membres de l'OTAN aujourd'hui. Je crois que bien sûr, l'Europe peut avoir son propre militaire, mais en même temps, nous devrions travailler ensemble travailler ensemble pour continuer avec l'OTAN, pour renforcer la sécurité de tout le monde, pas seulement ici en Europe, mais aussi dans le Moyen-Orient et dans l'autre partie du monde. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Consul. Maintenant, j'ai une question à adresser à Madame la députée qui s'intéresse en fait à la politique de défense de l'Union européenne. Donc, selon vous, quelles devraient être ces politiques de défense dans les années à venir? Alors,
Peut-être aussi pour rebondir sur ce qui a été dit par Monsieur le Consul, il y a beaucoup de choses que je partage et aussi pour faire le lien avec votre question. On voit bien que maintenant le sujet de la défense européenne est sur la scène internationale, bien sûr, parce que là aussi ça a été poussé par les annonces et les propos de Donald Trump. Parfois, on peut reconnaître que Donald Trump a permis de faire avancer certains sujets à l'échelle de l'Union européenne, notamment les questions en matière commerciale et les questions en matière de défense. Parce que on voit bien, il faut que les Européens soient capables d'assumer leur propre défense. C'est essentiel. Et pour déterminer une ligne aussi et une politique étrangère et de sécurité commune et travailler donc, du coup sur la question de la défense, il faut voir aussi qu'au sein de l'Union européenne, les visions ne sont pas toujours les mêmes. Les alliés, les ennemis, les concurrents, etc., ne sont pas toujours les mêmes à un temps donné et à un lieu d'Europe donné. Tout à l'heure, M. Oberdorf, je le cite beaucoup parce que j'ai noté un petit peu des éléments qu'il a dit en introduction, faisait référence à la Pologne avec la présence militaire. Pour nos pays et nos amis, notamment baltes, par exemple, la Pologne, la menace, elle est russe. Pour nous, Français, qui avons toujours contribué justement à la défense européenne et qui sont aussi sur des terrains militaires, notamment en Afrique, au Mali, etc., nous ne voyons pas toujours la chose de la même façon. Donc c'est vrai que c'est difficile de déterminer une ligne toujours commune, mais en tout cas, on voit bien qu'avec la sous-commission défense au Parlement européen, il y a une vraie ambition, notamment en matière industrielle, parce que la défense, ça passe aussi par une industrie de défense. Et il y a eu la mise en place du Fonds européen de défense. Donc, on voit que progressivement, les choses avancent. Souvent, quand on a les débats en France et en Europe sur la question de défense, on va tout de suite à l'armée européenne. Bon, ce ne sera pas demain, ce ne sera pas tout de suite, parce que déjà, il y a les questions du commandement, il y a les questions plein de choses qui se posent. Mais par contre, il y a cette volonté d'avoir mis en place le Fonds européen de défense, d'avancer sur de la coopération, d'avancer sur l'industrie de l'armement, etc. Donc ça, c'est extrêmement positif parce que justement, il faut qu'on puisse être aussi, là encore, indépendant et qu'on puisse défendre nos intérêts sans tout attendre des Américains qui vont d'autant plus, on le voit bien avec les échanges qu'on a ce soir, se recentrer sur des questions qui leur sont propres. Et aussi, Joe Biden, il a un travail essentiel à faire, c'est réconcilier les Américains déjà entre eux. Donc la question de l'hégémonie qu'on pouvait avoir américaine il y a quelques années sur la scène internationale ne va pas redevenir aussi prégnante là, parce qu'il va être concentré sur les sujets intérieurs. Donc c'est à nous de continuer à construire notre politique étrangère de sécurité commune et notre défense européenne. Merci beaucoup, Madame l'eurodéputée. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit à propos de la Pologne pour vous permettre de poser une question à Monsieur le Consul. Les États-Unis cherchent-ils à démontrer un engagement de long terme en Europe avec le déploiement en Pologne d'un poste de commandement avancé du 5e corps des États-Unis? Donc, avant président Trump, il voudrait tirer les soldats d'Allemagne et changer pour être en Pologne. Maintenant, le commandant des forces américaines en Europe a dit que le projet de retirer des militaires et des soldats américains d'Allemagne s'est complètement suspendu alors que l'équipe du président Biden va décider quelle est la meilleure décision pour les soldats. Donc, bien sûr, nous sommes alliés avec la Pologne, mais en même temps avec l'Allemagne. Donc, je crois que le militaire aux États-Unis va décider si les soldats vont rester en Allemagne ou vont être en Pologne. Il y a un argument dans les deux cas parce qu'on peut avoir resté en Allemagne, que nous sommes là depuis 70 ans, ou en Pologne, que c'est plus proche de la Russie, plus proche du Moyen-Orient. Mais
la décision va être faite par le président et l'équipe dans le Pentagone. Merci beaucoup, Monsieur le Consul. Malheureusement, on a une période de temps qui reste limitée, donc on va pouvoir prendre seulement une question des spectateurs, qui est d'abord pour Monsieur le Consul. La question du désarmement nucléaire dans le monde va-t-elle être reposée selon vous? Donc, c'était une des choses avec la Russie. Le président Biden, il a déjà parlé avec le président de Russie, Poutine. J'ai oublié comment on dit son nom en français, mais président Poutine. Poutine. Donc, d'avoir le SMART, le traité des SMART, qui est un traité contre les armes nucléaires. Et j'imagine, dans les années prochaines, le président Biden, il va travailler avec le département de défense pour décider comment nous pouvons être contre la prolifération nucléaire, especially dans bien sûr dans tous les pays, mais spécialement dans les pays comme l'Iran et la Corée du Nord. Donc, d'éviter des autres pays, spécialement les pays autoritaires, d'avoir les armes nucléaires. Mais je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est la direction que le président Biden va avoir à l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur le Consul. On va donc maintenant entrer dans la quatrième et dernière thématique de cette conférence. Nous allons donc parler des relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Union européenne, et notamment concernant les attentes au niveau européen et américain pour la nouvelle présidence Biden, et également la répercussion des différentes tensions mondiales sur cette future diplomatie. Donc nous avons une question pour vous, Monsieur le Consul. Quelles pourraient être les orientations de la politique étrangère sous l'administration Biden, et peut-on s'attendre à une coopération renforcée entre l'UE et les États-Unis? D'accord. Donc, maintenant, premièrement, aujourd'hui, dans le monde entier, la situation contre le COVID-19, c'est le plus important. Donc, le gouvernement des États-Unis, le président Biden vont lutter contre le COVID-19 et avec nos amis dans tous les autres pays pour réduire la épidémie, pardon. Je sais que j'ai oublié un part. Donc, bien sûr, dans le prochain mois, nous allons voir plus des décisions du président Biden à propos de l'Union européenne. Le président du Conseil d'Europe à Bruxelles a déjà invité le président Biden dans son premier jour pour participer dans une réunion extraordinaire à propos de l'Europe et les États-Unis. Donc, je sais qu'à l'avenir, le président Biden et son équipe vont travailler ici. Nous avons secrétaire Blinken et aussi, comme j'ai déjà dit, John Kerry et les autres membres de l'équipe qui ont une relation forte avec les Européens. Donc, je sais que nous allons travailler avec l'Europe à l'avenir. Et dans le prochain mois, le président Biden va décider exactement comment. Il a dit que, premièrement, la politique étrangère des États-Unis va être une politique pour les classes moyennes, pour les Américains là-bas, pour
et pas seulement pour les entreprises et pour les investisseurs. C'est pour aider tous les Américains à être meilleurs et pas seulement les entreprises. Donc, avec ça, il va travailler avec l'Union européenne pour décider quelle est la politique étrangère complètement entre nos deux pays, nos deux terres. Merci beaucoup, Monsieur le Consul. À présent, une question pour Madame la députée. Quelles réformes, selon vous, l'Union européenne devrait entreprendre sur le plan de sa diplomatie pour être plus efficace et donc pour travailler de manière plus efficace avec les États-Unis en particulier? Selon moi, une réforme clé et capitale en fait, pour pouvoir être efficace en matière de diplomatie et politique étrangère, c'est faire tomber le verrou de l'unanimité. Là, ça n'a rien à voir spécifiquement avec les États-Unis, et ça, c'est de manière globale. C'est-à-dire que la difficulté que nous avons à parler d'une seule voix et à prendre des mesures qui soient après efficaces, c'est le verrou de l'unanimité au sein du Conseil. On le voit. C'est valable sur la diplomatie et c'est valable sur beaucoup de sujets. On l'a vu dernièrement avec la relation avec la Turquie, on le voit dans la relation avec la Chine. Je dirais qu'avec les États-Unis, à la limite, c'est peut-être là le sujet le moindre parce que on le voit depuis le début de notre échange, sur des grandes ambitions, sur des valeurs, on se retrouve. Voilà, même s'il y a eu des difficultés, c'est vraiment sur le terrain commercial que là, il faut qu'on renforce notre boîte à outils, on l'a dit tout à l'heure, mais véritablement l'enjeu capital pour pouvoir être fort sur la scène internationale, pour pouvoir, quand on a adopté aussi la mise en place, tout à l'heure, Monsieur le Consul, quand on parlait de la Chine, faisait référence au travail forcé, à la situation des Ouïghours, on a validé ce qu'on appelle le Magnitsky Act en matière de politique étrangère pour pouvoir aussi avoir la capacité de mettre en place certaines sanctions. Tant qu'on est derrière un verrou de l'unanimité, parce que ce qui est naturel, chaque État défend ses intérêts à un moment donné, on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas la même géographie de manière globale, mais aussi à l'intérieur de l'Union européenne, on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes relations de coopération. Et tant qu'on a ce verrou de l'unanimité, c'est compliqué d'avoir une Union européenne qui parle d'une seule voix sur la scène internationale. Donc ça, je pense que c'est un levier et un blocage capital dont on doit débattre à l'échelle de l'Union européenne, notamment dans l'avenir de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Merci beaucoup, Madame la députée. On a une nouvelle question pour Monsieur le Consul par rapport du coup à la relation entre les États-Unis et l'Asie plus particulièrement. Donc, de nombreux think tanks en Europe estiment que les États-Unis de Joe Biden vont continuer à se concentrer sur l'Asie et délaisser l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez de cette prévision? Est-elle correcte selon vous? Donc, pendant la plupart des dernières 70 années, la relation avec l'Europe, c'était le plus important pour les Américains. Bien sûr, va continuer à être très important. Comme j'ai déjà dit, le commerce entre les deux terres, c'est très important, très grand, très énorme. Néanmoins, le président Obama, je peux dire, il voudrait avoir plus de relations avec l'Asie et plus de relations avec l'Afrique. C'était de grandes parties du monde où les États-Unis étaient un peu faibles avant. Donc, nous avons eu toujours une relation avec le Japon, la Corée et aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Mais il y a les autres pays comme l'Inde et la Chine où nous voulons avoir une meilleure relation. Donc, à l'avenir, la relation avec l'Union européenne va être forte. Au même temps, les États-Unis vont fortifier les relations avec nos partenaires dans les autres parties du monde. Je vous remercie, Monsieur le Consul. J'ai à présent une question de la part d'un internaute pour Madame la députée.
La reprise américaine sur le pivot asiatique peut-elle laisser espérer une plus grande liberté de mouvement pour l'Union européenne, elle qui, face au jeu de division venus de différents horizons continentaux, ressort démocratiquement plus renforcée et commercialement moins naïve? Je dirais que pour répondre à cette question et aussi pour faire le lien avec ce que vient de dire Monsieur le Consul sur effectivement le fait que nos échanges sont extrêmement forts entre les États-Unis et l'Union européenne. Et d'ailleurs, si on regarde les chiffres et la balance commerciale, ils sont d'ailleurs favorables à l'Union européenne. C'est aussi pour ça que Donald Trump a mis en place certaines mesures tarifaires et certaines taxes et quotas. Mais on voit, et ça revient à ce que vous venez de dire, et ça revient à la question de l'auditeur, c'est que effectivement les montants, même s'ils sont en augmentation dans nos balances commerciales, par contre la part relative des échanges, elle diminue. Et ça s'illustre bien par rapport à la question et par rapport aux propos de Monsieur Consul, qui dit bien que les États-Unis, bon, oui, il y a l'Europe, mais vont être focalisés, comme ils le sont depuis quelques années, sur l'Asie, sur le Pacifique et aussi sur l'Afrique. Note l'Afrique. Déjà, nous, Union européenne, on doit aussi renforcer notre coopération avec l'Afrique, qui est quand même notre plus proche voisin, et on doit travailler aussi sur nos partenariats économiques et la politique de voisinage. Donc, effectivement, par contre, tout ce climat actuel, suite au choc du Covid, l'Union européenne, on peut le dire, mais c'était valable avant le Covid, mais c'est encore d'autant plus vrai maintenant, a mis fin à sa période de naïveté. C'est bien de le dire, mais maintenant, il faut construire les instruments qui permettent de réellement mettre fin à la naïveté, notamment dans notre rapport totalement asymétrique avec la Chine. Et c'est là où c'est aussi le temps de la démocratie, c'est un temps long, et les outils, vous connaissez le processus décisionnel européen, il y a la proposition de la Commission européenne, il y a nos co-législateurs, et les choses se construisent progressivement, mais je pense qu'en tout cas, on est sur la bonne voie, effectivement, pour avoir une Union européenne qui soit plus unie et qui soit plus souveraine, non pas seulement contre les autres, mais bien pour elle. Et c'est ça qui est essentiel, et c'est toujours ce message qu'on doit faire passer à nos partenaires, et notamment aux États-Unis. Donc, merci beaucoup, Madame la députée. Nous avons une nouvelle question d'un internaute qui concerne à la fois l'Europe et les États-Unis. Vous pouvez répondre tous les deux si vous le souhaitez. La perspective des États-Unis n'a jamais effleuré l'esprit de l'Union européenne, et encore moins l'idée de pouvoir se réjouir d'une telle éventualité. La réciproque n'ayant pas toujours été vraie sous certains mandats présidentiels américains précédents. Peut-elle l'être désormais? Pardon, j'ai raté une partie de question. Moi aussi, j'ai raté le début. Oui, moi aussi, je suis désolé. Et du coup, La perspective des États-Unis désunis n'a jamais effleuré l'esprit de l'Union européenne, et encore moins l'idée de pouvoir se réjouir d'une telle éventualité, la réciproque n'ayant pas toujours été vraie sous certains mandats présidentiels américains précédents. Peut-elle l'être désormais? Ah, d'accord. Donc, oui, vraiment peut être difficile d'avoir de lutter entre nous. Mais pour moi, ça c'est normal dans la majorité des pays. C'est un équilibre qui une fois va être à gauche, l'autre fois va être à droite et va changer. Maintenant, aux États-Unis, c'était j'ai oublié le mot que vous avez dit, mais désunie, pardon. Il y avait une désunie dans des coins des États-Unis, mais en même temps, je crois que la majorité des Américains sont ensemble. La majorité des Américains voudraient avoir un pays très fort, un avenir meilleur pour leurs enfants, pour leur famille. Donc, avec ça, dans les prochains mois et années, nous allons arriver à être meilleurs ensemble. Avec la décennie, peut-être va être difficile pour l'Union européenne aussi, mais j'aimerais voir l'Union européenne d'être plus unie aussi, parce qu'il y a beaucoup des États ici et
parfois, il y a une division. Donc, j'aimerais voir la décision du côté du Atlantique. Je ne sais pas si Madame la députée est encore là pour répondre. Je sais qu'elle avait un réunion à 20h. Oui, effectivement, j'ai une autre réunion à 20h10, donc je vais être obligée de vous quitter. Mais pour répondre à cette question, moi, ce que j'ai pu constater, notamment quand j'ai été aux États-Unis, c'est quand même que faut pas croire sur beaucoup de sujets, effectivement, même avant, ça a été augmenté sous le mandat de Donald Trump, mais il y a quand même des divisions et il y a quand même les États-Unis, c'est certes les États-Unis d'Amérique, mais quand vous allez d'un État à un autre, quand vous allez d'une ville à un autre, vous voyez toute la diversité américaine. Par contre, il y a une capacité à se retrouver derrière le drapeau américain. Et Madame Ligné, vous avez le drapeau européen derrière vous. Nous, la difficulté, c'est qu'on ne se retrouve pas toujours européens derrière notre drapeau, alors que les Américains se retrouvent bien derrière leur drapeau. Et il y a ce sentiment d'appartenance et de fierté. Et ça c'est un travail propre que nous, Européens, on doit mener. Mais c'est vrai que, et tout à l'heure, monsieur le consul a parlé aussi sur la division, les classes moyennes. À un moment, monsieur le consul, vous l'avez abordé. Et on voit aussi que, justement, Donald Trump a surfé. Et c'est valable pour les populistes en Europe, hein, c'est exactement ce qu'ils font, et c'est notamment une situation qui nous a mené au Brexit, surfe sur un sentiment d'abandon, sur un sentiment de déclassement. Et c'est là où nous, Européens, on ne doit pas être naïfs, et c'est là où l'Union européenne, justement, doit travailler à une cohésion sociale, à une cohésion territoriale. C'est là où, justement, le plan de relance et sa mise en œuvre, il sera capital pour faire en sorte qu'on réussisse à avoir une relance juste et que tout le monde soit bien et bénéficie bien de la relance. Donc, les États-Unis des Unis, déjà, c'était valable avant, et ça a été accentué par Donald Trump. Moi, je ne suis pas sûre, par contre, qu'il ne faut pas le souhaiter, quoi, parce que des États-Unis des Unis, personne n'en tire profit, personne sur la scène internationale. Et c'est là aussi où, par contre, nous, on doit travailler sur une Union européenne encore plus unique. Merci beaucoup, Madame la députée. Donc, je pense qu'on va arrêter la conférence ici. En tout cas, c'était très intéressant. Je vous remercie tous les intervenants et tous les participants et participantes qui ont assisté à la conférence. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés aussi. On a été très honorés de pouvoir discuter avec vous. Merci à vous. En tout cas, s'il y a d'autres questions, parce qu'on sait que c'est toujours très court, moi, je me tiens à votre disposition. Et merci pour toute l'organisation. Et j'étais ravie d'être aussi en lien avec Monsieur le Consul pour cet échange. Oui, merci beaucoup pour tout le monde. Et bon week-end. Et oui, s'il y a des questions, vous pouvez envoyer quelque chose à notre Facebook. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, on va inviter tous les participants à la conférence à pouvoir quitter le Zoom, puisqu'on va finir la conférence maintenant. En tout cas, passez tous un bon week-end et on est très heureux d'avoir pu échanger avec tout le monde.